Je m'appelle Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, né le 6 septembre 1757 à Chavagnac, en Auvergne. J'ai 2 ans quand mon père meurt à la bataille de Maiden lors de la guerre de 7 ans. J'ai 13 ans lorsque j'hérite d'une immense fortune, et j'ai 16 ans lorsque j'épouse ma chère Adrienne de Noailles. Mais que sait-on de moi? Que j'ai aidé les Américains à gagner leur indépendance? Que j'ai été commandant de la garde nationale pendant la Révolution française? C'est à peu près tout ce qui reste de moi. Et pourtant aujourd'hui, je vais fêter mes 72 ans à Lyon et derrière moi, j'ai un demi-siècle de combat ininterrompu pour défendre la liberté dans le monde. Aujourd'hui, je suis à Lyon pour continuer de défendre cette liberté que menace Charles X, qui vient de nommer chef de gouvernement le duc de Polignac, le chef des ultra-royalistes. Les derniers acquis de la Révolution française sont menacés par le roi qui rêve de rétablir la monarchie absolue. Et voici le discours que j'adresse aujourd'hui aux 500 convives venus m'acclamer à la salle Gaillet, à Caluire, ce 7 septembre 1829. Vous avez été témoin des marques d'affection et de confiance que la population lyonnaise a daigné me combler. Et vous y avez participé avec une bonté dont mon cœur est pénétré. Je suis entouré ici, dans ce banquet patriotique, des objets les plus reconnaissants. Messieurs, il serait superflu, je dirais même impossible d'exprimer tout ce que je ressens. Ma vie entière leur sera consacrée. Messieurs, je suis heureux et fier que mon passage dans cette grande et patriotique cité ait été pour elle une occasion nouvelle de manifester son amour pour la véritable liberté, sa haine contre l'oppression et sa détermination à lutter contre les tentatives de l'incorrigibilité contre-révolutionnaire. Plus de concessions, a dit récemment le journal officiel de ce parti. Étrange contresens sur la nature des pouvoirs sociaux. Plus de concessions, a dit à son tour le peuple français, et à juste titre, lorsqu'il demande ces institutions si longtemps attendues, qui seules peuvent garantir la jouissance de ceux du moins des imprescriptibles droits que la Charte a reconnus. En effet, sans la procédure par jury, tous les publicistes éclairés et toutes les nations qui connaissent la liberté de la presse conviennent que cette liberté ne peut être maintenue. Qui ne sait que sans des assemblées municipales et départementales franchement et complètement électives, les intérêts et les vœux publics ne seront toujours menacés et que l'instruction élémentaire éprouvera toujours des obstacles. Et même avec les articles de la Charte, sur 100 Français en âge d'élire, à peine en est-il 1 sur 100 qui puisse exercer ce droit. Et comme sur 3 assemblées législatives, 2 sont héréditaires, il en résulte que la nation ne possède que 1/300 de la législation. Et voilà, messieurs, voilà notre démocratie actuelle. 1/300 de la population peut voter. Et qui ne sait, et pourquoi, et quelle garantie également, j'allais vous le dire, avons-nous contre l'ancienne habitude de recours à l'étranger? Si ce n'est que pour l'armement, pourquoi ne pas rétablir la loi de 91 sur la garde nationale? C'est sous les auspices de cette loi que l'invasion de la première coalition a été repoussée. Et comment parler de la garde nationale près de l'ami et collègue qui eut l'honneur de la commander en 1815 à Lyon?
sans rendre hommage à la noble et patriotique attitude qu'élut dans ces temps-là. Messieurs, on nous menace de projets hostiles. Mais comment les effectuerait-on? Serait-ce par la Chambre des députés? Mon ami et collègue, votre respectable député, M. Couder, assis ici à côté de moi, vous attestera, et tous ceux qui siègent à ce banquet vous attesteront aussi, qu'en cas de danger, la Chambre se montrera fidèle à l'honneur et au patriotisme. Voudrait-on dissoudre la Chambre des députés? Ce serait alors l'affaire des électeurs. Certes, ils enverraient des députés dignes d'eux, de la nation et de la circonstance. Oserait-on, par de simples ordonnances, vicier les élections, exercer un pouvoir illégal? Mais sans doute que les partisans de telles mesures se rappelleront à temps que la force de tout gouvernement réside dans les bras et dans les bourses des citoyens qui forment la nation. La nation connaît ses droits, elle saura les faire respecter. Messieurs, en espérant que ces complots soient vite dissipés, je vous propose de porter un toast au département du Rhône, à la ville de Lyon, antique métropole de l'industrie, fier ennemi de l'oppression et de l'injustice. Puisse sa liberté, sa dignité, sa prospérité être fondée sur la nature des droits sociaux qu'elle invoqua dans tous les temps. Merci, chers amis, c'est le discours que j'ai écrit spécialement pour vous aujourd'hui, en ce 7 septembre 1829. Mes amis, quel plaisir de vous retrouver. C'est la seconde fois que j'ai l'immense honneur de venir à Lyon. La première fois, c'était en 1785, après mon retour triomphal d'Amérique. Ce jour-là, j'étais reçu avec honneur à la mairie de Lyon. Et je suis ensuite allé où? En priorité, eh bien, je suis allé à la bibliothèque de Lyon. Oui, mesdames et messieurs. Et également, ensuite, je suis allé voir mes frères de la loge de Saint-Jean d'Écosse et du patriotisme. Si je suis aujourd'hui parmi vous, je le dois aux aléas peut-être de l'histoire nationale, mais également, plus humblement, de mon histoire familiale. Car figurez-vous que je ne serais peut-être pas là s'il n'y avait pas eu cette date du 26 novembre 1828. Le 26 novembre 1828 est née ma petite Octavie. Octavie est mon arrière-petite-fille. C'est ma petite-fille Nathalie qui lui a donné le jour. Et je m'étais promis, évidemment, comme tout, jusqu'à maintenant, je n'étais qu'un grand-père. Et aujourd'hui, j'ai le nouveau titre d'arrière-grand-père. Et vous savez combien j'adore les titres. Eh bien, j'ai dû attendre la fin de la session parlementaire pour pouvoir me libérer et aller voir cette arrière-petite-fille Octavie qui est née au château de Visil en Isère. Et voyez-vous, sur la route de Paris, je me suis arrêté dans mon château natal de Chavagnac, en Auvergne, avec ma famille. Nous avons célébré cet événement. Et ensuite, j'ai pris ma voiture et mes 5 voitures de voyage qui m'accompagnent. Et je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais appris au puits cette nouvelle consternante. Le gouvernement de Martignac a été, je ne dirais pas renversé, puisqu'il est nommé
par le roi Charles X. Et il a remplacé le vicomte de Martignac par le duc de Polignac. Même si nous restons dans les gnacs, la politique change du tout au tout. Car Martignac, voyez-vous, il était... moi, je suis un homme de gauche, voyez-vous, même d'extrême gauche. J'ai toujours siégé à l'extrême gauche de la Chambre des députés. Martignac, certes, à l'origine, était un ultra-royaliste, mais avec le temps, il a mis un peu d'eau dans son vin. Peut-être est-ce normal ou un sacrilège pour lui, puisqu'il est né à Bordeaux. Et voyez-vous, petit à petit, il s'est adouci, arrondi ses angles, et d'ultra, il est devenu plutôt modéré. Et le problème de tout modéré, c'est que vous êtes toujours entre l'enclume et le marteau. Mais on lui doit quand même d'avoir rédigé la loi sur la liberté de la presse. Grâce à lui, la presse d'opposition a pu de nouveau être imprimée. Alors, une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais on me critique souvent que par rapport à mon âge, je diverge, voyez-vous. J'ai un peu de mal à tenir une ligne droite, moi-même étant quelque peu courbé. Et oui, une petite chose amusante sur notre ami Martignac, c'est que c'était un jeune avocat. Et il a plaidé en France un des premiers procès de divorce que demandait une jeune fille. Et avec tout le talent qu'on lui doit, il a fait gagner ce procès à la jeune fille. Et qu'est-il arrivé par la suite, une fois que la jeune fille a obtenu son divorce? Eh bien, il l'a épousée. Comme quoi, les avocats et les plaidoiries, alors peut-être a-t-il bénéficié d'une plaidoirie gratuite. Mais bon, ce n'est pas le sujet, je m'éloigne. Où en étais-je? Oui, à Lyon, Martignac, voilà, j'en suis encore loin. J'espère que vous pourrez rester toute la semaine avec moi pour que je puisse terminer cette longue histoire. Car j'ai quand même 72 ans et derrière moi un long passé. Voyez-vous, ce qui me navre, c'est quand on parle de Lafayette, alors évidemment, on parle de l'Amérique. Lafayette, l'Amérique, la Révolution américaine. Après, il y a un petit peu de Révolution française. Que se souvient-on du général Lafayette sous la Révolution française? Est-ce qu'on se rappelle que c'est lui, enfin, je n'étais pas le seul, mais qui a participé à la déclaration des droits de l'homme, voyez-vous? J'ai été général de la garde nationale, et puis après, l'oubli. Comme si je n'avais rien fait, alors que je me suis activé tous les jours à combattre pour cette idée de liberté qui m'est si chère et que jusque sur mon lit de mort, je crierai. Bref, oui, j'en étais à Martignac. Alors, Martignac, son gouvernement est renversé, il est remplacé par le duc de Polignac, le chef des ultra-royalistes. Pour vous dire que lui, il n'a pas beaucoup d'eau dans son vin. Et le duc de Polignac, d'ailleurs, une petite encore divergence, ce qui est amusant, c'est que mon château de Chavagnac est à peu près à quelques lieues du château de Polignac. Nous sommes voisins, voyez-vous. Et voilà que deux anciens Auvergnats, réunis à quelques lieues l'un de l'autre, finalement, se battent au niveau de la politique nationale. Bref, donc ce Polignac devient chef de gouvernement, et cette annonce, c'est un coup de foudre qui s'abat sur la France, car on a peur. On a peur que les derniers acquis de la Révolution qui ont été rassemblés et rédigés dans la charte soient ainsi annulés. Et qu'on sait que Charles X a toujours dans l'esprit de rétablir la royauté absolue.
Il a dit, regardez, Louis XVI a voulu discuter avec le peuple, regardez comment il a fini, on ne discute pas avec le peuple. On lui impose, on lui écrit, on impose des ordonnances. Voilà, la démocratie aujourd'hui, c'est qu'on ne discute pas, on impose une ordonnance rédigée par le chef d'État et elle est abrogée par tout le monde, même si la majorité est contre. Bref. Donc, ce qui fait que de mon petit voyage familial, finalement, c'est devenu un voyage politique, un peu malgré moi. La foule se pressant, sachant que j'allais passer dans leurs villes et villages, se pressant le long des routes. Au début, ils étaient quelques centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers. Je ne vous retracerai pas tout ce voyage que j'ai fait en Isère, juste quelques petits points par-ci, par-là, ça pourrait être l'objet d'une autre conversation. Voyez-vous, étant l'ennemi public numéro un, l'opposant public numéro un du roi Charles X, sachant que j'allais traverser l'Isère et me rendre à Lyon, et il avait fait dire par son ministre de l'Intérieur d'appeler son préfet de l'Isère, et le préfet de l'Isère a envoyé une note à tous les maires de l'Isère. Tout maire de l'Isère qui recevrait dans sa ville le général Lafayette sera démis de sa fonction dans l'heure. Voilà, messieurs, comment on traite l'opposition dans notre pays aujourd'hui. Et j'étais arrivé d'ailleurs, une petite anecdote amusante, voyez-vous, comme quoi les maires des fois prennent des initiatives curieuses pour satisfaire le chef d'État, le roi. J'étais arrivé à la côte Saint-André et que fit le maire pour avoir les grâces du préfet de l'Isère? Eh bien, il fit fermer à clé le coffret des instruments de musique de l'harmonie municipale pour empêcher les musiciens de la côte Saint-André de venir jouer une aubade sous mon balcon. Voilà tout ce qu'il a pu faire. Voyez-vous, c'était bien un petit peu mesquin. Et d'ailleurs, à la côte Saint-André, j'ai logé dans la maison mitoyenne de M. Louis Berlioz, l'ancien maire de la côte Saint-André. M. Berlioz est très très connu, très connu. Et c'est le premier médecin en France ayant introduit l'idée de l'acupuncture, oui, qui vient d'Asie. C'est exceptionnel. Tout le monde connaît M. Berlioz. Un petit peu son fils aussi. Son fils s'est mis à la musique. Oui. Enfin, d'ailleurs, c'est un petit peu la faute du père d'Hector Berlioz, parce que, voyez-vous, Louis Berlioz pensait que les arts avaient la même valeur que les autres matières dans l'enseignement, et lorsqu'il était enfant, son père lui a pris à égale valeur les mathématiques, le français, le latin et la musique en lui achetant une petite guitare. Mais ce n'est pas le sujet de mon propos. Oui. Donc après la côte Saint-André, j'ai continué, j'ai traversé Rives où j'ai vu les papetiers, je suis allé à Grenoble où il y avait la famille Perrier, puisque maintenant je suis rattaché à la famille Perrier vu que ma petite-fille Nathalie a épousé Adolphe Perrier, qui fait partie des grands manufacturiers textiles de la région de France aussi. Je suis allé à Visil, à Grenoble, je suis revenu par Bourgoin-Jallieu. Ensuite, comment ça s'appelle, Diemose. Diemose, d'ailleurs, il y a où je me suis arrêté. D'ailleurs, ils ont laissé mon nom là-bas, à côté de Diemose. Il y a le quartier Lafayette. Oui. Il faut dire que là-bas, M. de Sion m'avait dressé un arc de triomphe, modeste, mais fait de branchages, de fleurs, pour vous dire le courage qu'il avait. Monsieur de Sion, un jeune homme. Et c'est marrant parce que Monsieur de Sion, vous savez où c'est que je l'avais rencontré, Monsieur de Sion, c'est curieux. J'ai fait sa connaissance, il n'a que 26 ans, et j'ai fait sa connaissance en Amérique. Et oui, et l'Amérique, je le retrouve là, en Isère. D'ailleurs, en Amérique, nous étions un moment sur l'Ohio, vous voyez, un fleuve américain. Il y avait un bateau à vapeur, le mécanique. Voilà, c'est mécanique. Et ce bateau à vapeur
Nous étions, c'était minuit à peu près, minuit, il faisait noir, 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 nous ne voyions rien, et là on ne sait pas ce qui s'est passé, une souche d'arbre ou quoi que ce soit, le bateau coule, minuit, le bateau coule. Alors c'est la panique générale, nous étions à peu près 25 sur le navire, et il y avait une chaloupe pour 8 personnes. Mon fils, George Washington, j'ai appelé George Washington, son père c'est moi, son parrain c'est George Washington, et donc mon fils George Washington, avec beaucoup de courage, s'est occupé de sauver les gens pendant que le bateau coulait. Et ils ont voulu me mettre dans la première embarcation, pensant que j'étais un personnage un peu important sur ce voyage, mais ma modestie m'empêchera de confirmer cette impression. Mais enfin, bref, le bateau coule, l'eau monte, et moi j'étais évidemment dans ma cabine à minuit, voyez-vous, et on frappe à ma porte et on me dit « Général, général, nous coulons, il faut sortir !» Et moi je leur dis « Mais je ne peux pas !» « Et comment vous ne pouvez pas, général ? Nous coulons !» « Je ne peux pas, je n'ai pas terminé ma toilette. » Je n'allais quand même pas sortir à minuit devant des étrangers à peine boutonnés. Alors, bon, du coup, j'ai mon secrétaire, monsieur Levasseur, qui m'aide à m'habiller. Bon, finalement, j'accepte de quitter le navire, si l'on peut dire. Non, je n'acceptais pas tout de suite. Non, une fois que je suis habillé, il m'entraîne, me tire par la manche, et je leur dis non, laissez-moi. Mais enfin, général, nous coulons, regardez, l'eau arrive, monte par le parquet. Je dis non, je ne peux pas, parce que regardez là-bas, de l'autre côté du lit, il y a quelque chose que je ne peux pas abandonner. De l'autre côté du lit, il y avait la tabatière que m'a offerte George Washington. Du coup, c'est mon secrétaire qui a marché dans l'eau jusqu'à la tabatière. Il m'a dit « Général, j'ai votre tabatière. » Ah, dans ces conditions, j'accepte de quitter le navire. Et c'est ainsi que j'ai quitté le navire. Mais si, pour tous ceux dont je sens l'angoisse monter dans cette salle, je vais les rassurer rapidement, car le bateau a coulé, mais il n'y avait pas d'eau dans la rivière. Donc, ce qui fait que même en coulant, le pont supérieur n'a jamais été recouvert d'eau, voyez-vous. Mais nous ne le savions pas sur le moment. Nous avons attendu la nuit et un autre navire, notre vapeur, le lendemain, le Parnagon, est venu nous chercher. C'était dans le Kentucky, puis aller, je crois que c'était Louisville. Oh, mais je me suis encore... mais dès que je m'éparpille, insistez pour que je vous parle de votre ville de Lyon. J'étais venu pour ceci. Bref, voilà. Bon, j'en reviens à cette ville de Lyon, donc à la fin de mon voyage, après avoir retrouvé mon ami, M. de Sion, je vais à Vienne, je passe par Saint-Symphorien-d'Ozon. Ah, Saint-Symphorien-d'Ozon aussi, ça me fait penser, il y a le général Edmond Bonnard. Voyez-vous, il est parti, il a fait également, lui, partie des Français ayant combattu lors de la guerre d'indépendance américaine. Il est presque le même âge que moi, mais nettement plus vieux, il a 1 an de plus que moi. Mais nous sommes partis à peu près la même année, et lui, il était sergent, et moi, modestement, général. C'était encore à l'époque de l'Ancien Régime, voyez-vous. L'Ancien Régime, les grades, c'était des grades que l'on avait plutôt à la naissance, grâce à notre naissance et à notre fortune. Mais voyez-vous, l'intérêt de la Révolution française fait qu'un simple sergent Bonnard est devenu plus tard général. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas autrefois, et que grâce à la Révolution, on a pu voir nombre de soldats devenir généraux. C'est le cas aussi à la Guillotière. Nous allons traverser la Guillotière, et le général Dufaux, le général Meunier-Saint-Clair, c'était des simples soldats qui sont devenus généraux. Ce pauvre Dufaux, d'ailleurs, a été assassiné en 1797 à Rome, alors qu'il devait épouser le lendemain la belle-sœur de Joseph Bonaparte, voyez-vous, la pauvre belle-sœur, la veille de son mariage, voir son fiancé. Enfin bref,
Et donc, je passe à Saint-Symphorien-d'Ozon et j'arrive à la limite du département de l'Isère et du Rhône qui s'appelle le Moulin à Vent. Voyez-vous, le temps était un peu orageux, on craignait la pluie, mais bon, c'était venteux, mais il ne pleuvait pas. Et là, la délégation lyonnaise est venue à ma rencontre. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai encore oublié de vous dire quelque chose qui n'a rien à voir. En passant, après Saint-Symphorien-d'Ozon, nous sommes passés devant le château de Champagneux. Vous voyez, voilà. On en a fait un asile psychiatrique qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieu. Et ce château, c'est quand même intéressant parce que c'est un des premiers, comment dire, hôpital psychiatrique pour les aliénés. Tout ça est dû à un monsieur Margalon d'Anvers. Margalon d'Anvers, bon, il n'était pas de la région, et c'est un homme un peu particulier, un libertin. Quand il était jeune, il était libertin, franc-maçon. Pendant la Révolution, il migre avec sa famille en Prusse, puis il revient, il sert l'armée napoléonienne, puis il rejoint l'ordre des Hospitaliers, et à ce titre-là, il est ce qu'on pourrait peut-être dire visiteur de prison. Il va dans les prisons, et il a été frappé par certains détenus qui étaient là simplement parce qu'ils étaient fous. Ils n'avaient commis aucun délit, ils étaient fous, leur famille les mettait en prison, ce qui n'arrangeait pas leur cas. Et il s'était dit que finalement, la psychiatrie était une maladie comme une autre et qu'on pouvait la soigner. Et donc c'est lui qui est à l'initiative de ce premier asile psychiatrique à Saint-Jean-de-Dieu. Bon, il estime à peu près 10% de guérison, mais bon, 10%, avant c'était zéro. Oui. Donc il ne fait pas payer les pauvres, il fait payer les riches. Bon, voilà. J'en reviens au moulin à vent. Pas encore ici. Alors, au moulin à vent, j'ai monsieur Gabriel Prunel qui m'accueille avec son ami Prosper Baumès, tous les deux médecins. En politique, il y a beaucoup de médecins. Gabriel Prunel, son père était député et médecin, lui sera député et médecin. Quand il était jeune, il était tout heureux parce que du coup, il avait été accepté en tant que médecin pour la campagne d'Égypte avec Bonaparte. Vous imaginez ce rêve d'aller en Égypte. Il monte sur le navire et arrivé à Malte, des navires anglais les bombardent. Ils sont obligés de faire demi-tour. Il revient en France. Il ne mettra jamais les pieds en Égypte. Voyez-vous. Il est à côté de Prosper Baumès, un autre médecin. Prosper Baumès, lui, c'est un médecin, il aime beaucoup écrire et il m'a écrit un joli poème pour mon arrivée à Lyon. Prosper Baumès est médecin également à la Guillotière et il va se spécialiser sur les maladies vénériennes à l'hôpital de l'Antiquaille. C'est curieux, tous ces gens d'horizons différents que l'on croise lorsque on effectue un voyage comme ça en France, à Lyon. Bref, je veux dire bref, ça va vous rassurer comme ça. Ensuite, M. Gabriel Prunel et M. Baumès me font monter dans une magnifique calèche qu'ils ont fait affréter spécialement pour moi, tirée par 4 chevaux, montée par 2 postillons habillés de bleu, casque noir et portant carde noire. Voyez-vous. Et à ce moment-là, nous partons après les discours de bienvenue sur Lyon. Nous allons traverser la Guillotière. Je ne vous dis pas la foule qui s'est pressée là. On dit même qu'entre le pont Morand et la Guillotière, 60 000 personnes étaient présentes pour m'accueillir. Voyez-vous. Mais j'en suis pas encore au pont Morand. J'en suis à la Guillotière. La Guillotière qui est une ville indépendante, hein, le maire est Henri Viton. Et je traverse la Guillotière. C'est très joli la Guillotière, beaucoup de tavernes, d'auberges. Pour tous les Lyonnais qui n'avaient pas droit à une carte de séjour, ils ne pouvaient pas loger à Lyon, donc ils logeaient dans les communes périphériques autour de Lyon, dont la Guillotière. Vous connaissez sans doute, hein, il y a l'hôtellerie du Chapeau Rouge, l'hôtellerie des Trois Mules, vous avez dû sans doute aller, ou les Trois Rois également, ou le Flacon d'Argent, des auberges très, 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 très réputées. Et également, comme tous les transporteurs qui viennent jusqu'à Lyon et bon, ils laissent leurs charrois, leurs charrettes à la Guillotière, d'où le nombre de
maréchaux ferrants, de palefreniers, de bourreliers. Et également la guillotière, c'est un petit peu le grenier de Lyon. Il faut nourrir ces 120 000 Lyonnais. Donc il y a là des jardins, des vergers, des potagers. Voilà. Et quand je passe à la guillotière, nous sommes passés devant la chapelle de la Madeleine. À côté, il y a le cimetière de la Madeleine, qui est le premier cimetière à l'extérieur de Lyon. C'était beaucoup des personnes mortes à l'Hôtel-Dieu qui étaient enterrées ici. Et voyez-vous, j'ai eu un petit choc, pourrait-on dire, parce qu'il y avait le couvent des saints franciscains de l'ordre de Picpus à côté de ce cimetière. Et comme vous le savez, ma femme, Adrienne, est enterrée à Paris, au cimetière de Picpus. Vous connaissez le cimetière de Picpus? C'est une histoire dramatique. C'est lors de cette terrible période de terreur, en 1794, en un mois, 1604 personnes, je crois, ont été décapitées, la plupart innocentes. Donc on en avait fait une fosse commune, là, et on jetait les corps. Ma femme, Adrienne, aurait pu en faire partie. Elle était en prison à ce moment-là. Simplement, le seul crime qu'elle avait, c'était de s'appeler Lafayette. Et elle a dû voir partir dans la même charrette sa grand-mère, sa mère et sa sœur, guillotinées toutes les trois, les unes après les autres. Ça aurait dû être le tour d'Adrienne ensuite si on n'avait pas éliminé cet infâme Robespierre. Et Robespierre, qui est curieux, au début, comme député, il était contre la peine de mort. Comme quoi, on dit toujours qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon. Bref, et ce qui fait que ma pauvre Adrienne, ensuite, en 1802, avec sa sœur Pauline, ont réuni des souscripteurs pour racheter ce terrain. On entend la musique de l'Amérique qui revient, voyez-vous. Vous avez acheté ce terrain pour en faire un cimetière également pour tous les descendants des victimes de cette hécatombe révolutionnaire. Et la seconde personne qui sera inhumée à Picpus, ce sera Adrienne. Elle est morte le 24 décembre 1807, le soir de Noël. Ouais. Vous entendez cette musique au loin? Vous entendez l'Amérique? J'avais 20 ans quand je suis allé en Amérique. Même 19. À 19 ans, George Washington, mon fils général. Quand je rencontrais George Washington, nous sentîmes tout de suite entre nous une filiation. Il était né la même année que mon père qui est mort quand j'avais 2 ans. Et entre nous, on s'est sentis père et fils. Ce n'est pas un hasard si par la suite il est devenu parrain de mon fils que j'ai prénommé George Washington. Tout ça c'est parti un jour, j'étais en caserne, j'avais 18 ans, à la caserne de Metz. Et voilà que passe le duc de Gloucester, le frère du roi d'Angleterre. Et curieusement, ce frère du roi d'Angleterre avait l'air de s'enthousiasmer pour l'indépendance américaine. Et il nous en avait parlé avec une telle ferveur ce soir-là, un repas, que ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'aille en Amérique, combattre l'Amérique, les aider à avoir cette indépendance pour défendre ces idées républicaines qui m'ont toujours guidé mon cœur. Et alors j'ai embarqué sur un navire qui s'appelait la Victoire. J'ai acheté 6000 fusils et je suis parti en Amérique contre l'ordre de tout le monde. Le roi m'avait interdit de partir. Mais je suis parti quand même. Mon beau-père voulait que j'aille faire un voyage en Italie pour m'empêcher de partir. Et je suis parti quand même. J'ai trouvé des amis comme le duc de Broglie pour financer ce navire.
Et je suis parti en Amérique avec mes fusils. Personne ne me demandait rien, je suis parti de moi-même. Arrivé là-bas, George Washington m'a nommé général. Et il m'a donné une troupe d'hommes volontaires, mais ce pas des soldats, c'était des paysans. Mais des paysans qui défendaient leurs terres contre l'envahisseur anglais. Et à ces paysans, grâce à ma fortune personnelle, je leur ai fourni des fusils, des uniformes, des chaussures, des chapeaux, des cartouches. Et nous en avons fait une des compagnies les plus efficaces d'Amérique, jusqu'à ce que l'on rapporte la victoire à Yorktown. Et à ma pauvre Adrienne en France, qui s'occupait de mes biens, je lui disais « Envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent ». Et Adrienne, seule, avec celui qui l'aidait à gérer les terres, c'est elle qui nous aidait à financer mes campagnes militaires, mes utopies. Et mes utopies sont devenues réalité. Un tiers de ma fortune a été ainsi dilapidé. Je ne dirais pas dilapidé, je dirais investi dans l'Amérique. Et je sais que l'Amérique m'en sera toujours reconnaissante. J'ai été aussi blessé à Brandywine, une blessure à la cuisse. Les journaux anglais avaient simplement mis que j'étais mort. Quand mon épouse a vu ces lignes, elle était un peu catastrophée. J'ai dû lui écrire. Vous savez, le courrier mettait un certain temps à franchir l'Atlantique pour lui dire qu'il n'en était rien. C'était juste une petite blessure. J'ai dû rester 15 jours couché. D'ailleurs, depuis, chaque fois qu'on me voit me déplacer avec ma canne, on me dit « Ah, les séquelles de votre blessure à Brandywine !» Eh bien, non. Cette canne m'aide surtout à marcher, car voyez-vous, je me suis fait une fracture de la jambe un hiver en sortant du ministère de la Marine, en glissant sur une plaque de verglas. Moins glorieux. Et cette canne, là, voyez-vous, c'est lors de mon 3e voyage en Amérique, ou peut-être le 4e, car j'y suis allé 4 fois. 4e sans doute. C'est le fils de George Washington qui me l'a offerte. Il l'avait faite sculptée dans la branche du pommier sur lequel nous discutions pendant des heures de liberté, d'avenir avec George Washington. C'est pourquoi je suis content, quelque peu boiteux, ça me permet de garder cette canne du pommier de George Washington toujours avec moi. Ah mais, j'étais venu pour vous parler de Lyon. Oui, j'en étais qu'à la guillotière, nous ne sommes toujours pas rentrés dans Lyon, voyez-vous. J'espère que vous êtes libre jusqu'à samedi soir, peut-être. Là, nous allons... J'ai pas encore traversé la guillotière, en plus. Et dans la guillotière, donc je suis passé devant la chapelle de la Madeleine, et vous savez qu'à la guillotière, en 1762, c'est là qu'a été également bâtie la première école vétérinaire au monde. Oui, il s'en passe des choses à la guillotière. Et récemment aussi, un ancien petit couvent a été réaménagé, a été racheté par le maire, Henri Viton, et avec son curé, le père Léra, ils en ont fait un hospice pour les personnes âgées. Et il faut 3 conditions pour pouvoir bénéficier de cet asile de personnes âgées. Il faut avoir plus de 70 ans, avoir habité la guillotière pendant 15 ans au moins, et être pauvre, voyez-vous. Donc c'est M. Prunel qui me le dit, et je dis malheureusement, je ne remplis qu'une seule des 3 conditions, et je ne pourrai donc malheureusement pas rejoindre cet asile de personnes âgées. Enfin, je me sens en sécurité, parce que je suis dans ma calèche entre 2 médecins, Gabriel Prunel et Prosper Baumès. Un petit incident arrive aussi, un homme vient heurter une de nos voitures, il est blessé à la tête. J'espère que ces jours ne sont pas en danger. Ah, et aussi parfois, on m'avait expliqué qu'on voit des personnes qui passent avec des petits paniers sous le bras, enfin des petits paniers, c'est pas souvent, car là-bas il y a la rue de Croix.
Et au bout de la rue de Croix, il y a l'église de Notre-Dame-des-Grâces. Et Notre-Dame-des-Grâces a la particularité de pouvoir ressusciter, pourrais-je dire, durant quelques minutes, les enfants morts-nés, afin qu'ils puissent être baptisés et qu'ils puissent monter au ciel sans se perdre dans les limbes de manière éternelle. Oui, aucun rapport avec mon voyage à Lyon, une fois de plus. Bon, voilà, donc je vais aller vite, nous allons quitter la Guillotière pour rentrer dans Lyon, quand même, puisque c'est à Lyon qu'on m'accueille. Et j'ai 60 000 personnes à aller saluer. Oui. Donc, à Lyon, 60 000 personnes se sont réunies le long du cours Bourbon jusqu'à la place Louis XVI, parce que c'est infâme, enfin je ne veux pas dire infâme, mais ce grotesque maire de Lyon, Jean de la Croix à Laval, voulait m'interdire d'entrer dans la ville. Il en avait référé de cette demande au roi de France et le roi Charles X lui a dit non, laissez-le entrer, de lui interdire l'entrée, le danger sera sans doute pire. Donc il m'a autorisé à rentrer, mais il m'a quand même interdit de franchir le pont de la Guillotière. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons remonté le cours Bourbon le long du Rhône jusqu'à la place Louis XVI, au milieu des ovations. Là, pour essayer de me frayer un passage dans la foule, une dizaine de rangs d'ouvriers en blouse se tenant les bras les uns aux autres formaient une sorte d'éperon pour me faire rentrer dans la foule. J'avais également une centaine de cavaliers, de jeunes cavaliers qui m'encadraient, alors que Jean de la Croix-Laval avait fait mettre le long du cours Bourbon près de 300 hommes armés de peur que je sois à l'origine du je ne sais quoi, une insurrection, une émeute. Vous voyez, moi, est-ce que j'ai une tête d'insurrectionnaire, d'émeutier, 72 ans avec ma canne, sculptée dans un pommier des États-Unis. Bref. Et le maire avait également ressorti une vieille ordonnance du maire précédent, Pierre-Antoine Rambaud, qui date de 1827 peut-être, qui interdit tout charivari et toute musique en mon honneur, ou normalement pas en mon honneur, mais pour qu'il n'y ait pas de troubles publics. Bon, pour ce qui est de la réunion publique, 60 000 personnes dans la rue, ça a été raté. Pour ce qui est de la musique, après il risquait de s'en prendre aux musiciens. On s'en prend toujours aux artistes, ils sont sans défense. Donc ce qui fait que quand nous sommes... Ah oui, une petite chose amusante, Jean de la Croix-Laval, pour m'ennuyer, m'a empêché de passer par le pont de la Guillotière. Bon, qu'à cela ne tienne, on va prendre le pont suivant. Et le pont suivant, c'était un nouveau pont qui avait été érigé l'année précédente, en 1828. D'abord, il s'est d'abord appelé le pont du concert, car en face, dans la péninsule, il y avait la salle du concert près des Cordeliers. Et puis rapidement, on a débaptisé ce pont du concert pour l'appeler, je vous le donnerai en 1000, pour l'appeler le pont Charles X. Alors voyez-vous, le maire m'empêche d'entrer par le pont de la Guillotière et on m'oblige à aller marcher sur Charles X. C'était un petit plaisir quand même personnel. Et pour en revenir à l'ordonnance de Pierre Rambaud et de la Croix-Laval, la ville de Lyon commence au milieu du pont. Ce qui fait que la quinzaine de musiciens qui jouaient les instruments de musique en mon honneur, au milieu du pont, pour ne pas avoir d'ennui, ont cessé de jouer et se sont mis les instruments de musique sous le bras et on est ainsi entré dans la ville. Là, une fois le pont franchi, nous avons tourné à droite sur le quai de Retz, qui avait été érigé par le duc de Retz, je crois, qui était le gouverneur de Lyon. Donc il a aménagé là un magnifique quai avec 2 rangées d'arbres. Et là, vous avez des maisons sur votre gauche. Il y a les manufacturiers de Soieries, très connus, Cordeliers et Lemire.
Il y a également le Café de la Perle, qui est un lieu de réunion de mes amis libéraux. D'ailleurs, en passant, beaucoup me brandissaient leur journal Le Précurseur. Et il y a également le Collège Royal, qui est connu pour avoir eu parmi ses enseignants Monsieur Ampère, voyez-vous, Ampère qui a fait des recherches, ça s'appelait, je crois, l'électricité, voyez, un mot comme ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est moderne, toutes ces inventions. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aidé Mesmer, vous voyez, qui faisait beaucoup de magnétisme, qui était un peu à l'origine de cette électricité qu'on ne connaissait pas beaucoup. Marie-Antoinette aimait beaucoup Mesmer, Mozart aussi. Moi, je lui ai donné de l'argent pour développer ses recherches, alors que Louis XVI ne l'aimait pas beaucoup. Et il a été un peu disculpé enfin disculpé, mais un peu... bon, il l'a fait passer pour un charlatan, et du coup, il a un peu perdu de son aura. Tenez un peu, Mesmer, une fois m'avait dit, moi qui lui avais demandé, parce que lorsque je vais en Amérique, j'ai un problème, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, j'ai le mal de mer. Voilà. Alors, j'avais demandé à monsieur Mesmer, est-ce que vous avez une solution contre le mal de mer? Alors, il me dit, mais bien entendu, mon ami, bien entendu. Ce que vous faites, vous allez sur le pont du navire, vous enserrez le mât avec vos 2 bras, vous respirez très fort et vous verrez, le mal de mer va disparaître. Ah, j'ai été très, très heureux d'apprendre cette méthode, sauf que, car chaque fois qu'on vous donne une belle explication, il y a toujours un sauf que. La fois suivante, quand je suis monté sur un navire, je me suis souvenu des conseils de M. Mesmer. Et je suis allé en direction du mât principal, sur le pont. Mais M. Mesmer avait oublié un détail, c'est que pour empêcher le pourrissement des mâts, on les goudronne à la base. Me voyez-vous enlacer un mât goudronné? Déjà que quand on coule en Ohio, si j'ai pas mon veston tout boutonné, je ne sors pas, alors là, donc j'ai préféré avoir le mal de mer. À propos de mal de mer, ça me fait penser, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, ça n'a absolument aucun rapport. Quand j'étais sur mon navire, la Victoire, lors de mon premier voyage en Amérique, je sors d'un port, et le capitaine fait une fausse manœuvre et le navire coule. Bon, là, il y avait plus d'eau que dans l'Ohio. Bref, le bateau coule, on s'en sort, on était juste à côté du rivage, il n'y a pas eu de victimes, sauf le bateau qui est parti par le fond. Alors, je m'étais souvenu que ce bateau, il avait été assuré. Je ne veux pas faire un plaidoyer contre les assureurs. Loin de moi cette idée. Sauf que j'avais assuré ce navire et on me dit, je vais voir mon assureur américain, mais il me dit, mais votre bateau, il est français. Je dis, bah oui, je suis parti de France. Ah, alors je ne peux pas vous le rembourser. Mais non, c'est que pour les bateaux américains. Bon, j'écris à ma belle-mère. Et elle, de son côté, l'avait assuré à un assureur français. Ah, me voilà soulagé. Elle va voir son assureur français, dit voilà, le bateau pour lequel je vous ai payé cette assurance a coulé. Est-ce que vous pouvez nous le rembourser? L'assureur dit mais bien entendu, madame, bien entendu. Il a coulé où? Il a coulé en Amérique. Ah mais non! Moi, je ne rembourse que les bateaux qui coulent en France. Voilà, nous avions 2 contrats d'assurance et le bateau est resté par le fond. C'est pour cela qu'on parle beaucoup de l'Hermione, mais pas souvent de la Victoire. Et puis bon, un bateau qui s'appelle la Victoire et qui reste par le fond, ça fait jaser quelque peu. Bref, j'ai déjà progressé, nous sommes devant le Collège Royal, voyez-vous. Donc Ampère a enseigné là en 1799. Je longe donc le quai de Rest. Arrivé au niveau du pont Morand, je tourne sur la gauche et je rentre sur la rue Lafont.
la rue Lafont qui a une particularité à cette époque-là. J'ai bien fait de venir loger, c'est l'hôtel du Nord, parce que mon hôtel est rue Lafont, à l'hôtel du Nord. J'ai bien fait de venir loger là, parce que c'est la première rue de Lyon qui a été pavée avec des pavés plats. Oui. Alors que les autres pavés précédents, c'était des pavés, souvent des galets, qui étaient extirpés des fonds des rivières ou des fleuves. D'ailleurs, Jean de la Croix-Laval, il faut quand même que je lui rende quelques mérites, c'est lui qui a fait paver une grande partie des rues de Lyon. On lui doit aussi la Martinière, enfin on lui doit la Martinière, si on veut, parce que c'est le général Martin qui, dans son héritage, lui lègue une somme pour fonder cette école de la Martinière, en hommage à son nom, le général Martin. Voilà. Donc je rentre là, et rue Lafont, nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas la rue Lafont, c'est juste en face de ce qu'on appelle le Grand Théâtre, c'est-à-dire, d'autres vont dire l'opéra, qui est à l'époque en chantier, en construction, ce qui fait qu'un opéra de substitution provisoire en bois a été érigé sur la place des terreaux. Donc là, je suis monté au balcon, saluer la foule qui était dans la rue, et je n'ai pu faire de discours, car, comme vous le saviez, je ne voulais pas me mettre en difficulté par rapport aux ordonnances rédigées et par rapport aux affiches placardées dans toute la ville. Donc j'ai préféré être discret. Et là, Jean Lacroix-Laval, que croyez-vous qu'il me fisse? Eh bien, il me fit interdire, on pourrait dire, disons qu'il a annulé le concert prévu à mon honneur au Grand Théâtre. Toujours sympathique, ce maire de Lyon. Eh bien, voyez-vous, quelquefois, de tout malheur est bon, dit-on. L'orchestre du Grand Théâtre a pris ses instruments sous le bras, a traversé la rue Lafont et est venu dans la cour en disant « Puisque Lafayette ne peut pas venir à nous, nous irons à Lafayette ». Et ainsi, l'orchestre est déployé dans la cour de l'hôtel du Nord. Malheureusement, un orage éclate. Nous avons tous rentré précipitamment dans les grands salons de l'hôtel du Nord, mais bon, les salons étaient également prévus pour des grandes soirées, ce qui fait que l'orchestre a pu s'installer là et m'a fait exprès, spécialement pour moi, un magnifique concert, pour dire privé, avec tous les souscripteurs qui étaient là. Nous étions assis sur les marches d'escalier, par terre, c'était très très sympathique. Le chef d'orchestre était monsieur Leinel, un jeune qui a une vingtaine d'années, mais que je pense il aura un très grand avenir de violoncelliste. Ah, ben, pendant que j'y pense, Leinel aussi a une petite histoire particulière. Chacun d'entre nous avons une petite histoire particulière. Voyez-vous, Leinel, son père et son oncle, donc les deux frères, servaient l'armée d'Autriche. Et en 1791, le hasard a voulu qu'ils se trouvent dans la campagne française et ils se sont fait prisonniers en Auvergne. Bon, ils sont arrêtés quelques jours, libérés. Et voyez-vous, moi qui suis auvergnat, je veux dire que je les comprends. Ils sont sortis de cette prison, ont regardé autour d'eux et se sont dit, mais c'est le plus beau pays du monde. Et ils ne sont jamais rentrés. Ils se sont installés en Auvergne, ils ont épousé des Françaises. Et ces braves gens étaient cordonniers au départ, donc ils ont développé leur cordonnerie. Et surtout, c'était des passionnés de musique. C'est eux qui animaient les bals de toute la région. Et ils ont enseigné la musique comme Louis Berlioz à son fils. Georges Heinel a enseigné la musique à son fils, le violon, et puis le violoncelle, et ainsi de suite. Et après, Georges Heinel est allé au Conservatoire de musique de Paris, enfin, une belle carrière. Voilà, et tout ça pour vous dire que voilà, c'était lui le chef d'orchestre, et que s'il n'y avait pas eu la Révolution et les troupes autrichiennes, on n'aurait peut-être pas bénéficié de ses talents de violoncelliste. Comme quoi, le destin, le fatum, comme disent les Romains. Bref, déjà une bonne nouvelle, nous avons terminé avec la journée du samedi.
car je vous rappelle que la cérémonie du banquet, où nous sommes actuellement réunis, c'est le lundi. Nous avons encore le dimanche. Bon, peut-être irai-je un petit peu plus vite si on m'empêche de faire des digressions. Donc tout se passe bien. Après, on a dû se coucher vers minuit, après ce magnifique concert. Le matin, j'ai reçu quelques délégations, dont une qui voulait que j'aille voir une nouvelle école modèle qui venait d'être créée par mes amis libéraux. Une école, on appelle ça une école d'enseignement mutuel, voyez-vous, où les élèves de seconde année aident ceux de première année et ainsi de suite. C'est une école assez révolutionnaire et très intéressante et pédagogiquement qui a beaucoup de succès et qui, j'espère, va se développer dans les années à venir. Ensuite, après le déjeuner, on est venu me chercher car on m'avait proposé une idée très agréable de remonter la Saône jusqu'à vers Collonges, au Mont d'Or, par bateau. Une voiture est venue me chercher, nous avons longé le Grand Théâtre, la place des terreaux, puis on est tourné à droite, emprunté, nous sommes allés jusqu'au Port-Neuville. Au Port-Neuville, l'archevêque de Neuville avait creusé ce port au XVIIe siècle en rachetant une partie du jardin des Chartreux, voilà, qui était en bord de Saône. Et là, on s'est garé devant la brasserie d'Oher, une brasserie, un brasseur lyonnais d'origine allemande qui a creusé d'ailleurs ses caves sous la colline de la Croix-Rousse, comme d'ailleurs celle du brasseur Gaillet, chez qui nous sommes aujourd'hui, qui a également ses caves sous la colline de la Croix-Rousse. Et là, 2 bateaux étaient affrétés pour ce voyage. Donc le premier bateau où je devais prendre place, nous avons laissé monter les 40 belles dames qui étaient là en premier. Il y avait à peu près 200 places, et 160 autres hommes sont montés rapidement. Et tous ceux qui ne pouvaient pas monter sont allés sur le second navire. Et également un petit bateau, un batelet comme on dit, avec des rames, et avec un orchestre. Ce qui fait que tout le long de la remontée de la Saône, cet orchestre jouait de la musique. Nous avons emprunté la voie de halage, évidemment, parce que nous étions tirés par trois percherons. Nous avons pu visiter, bon, je vais peut-être aller plus rapidement, peut-être pas trop m'absenter. Encore que. Nous sommes passés devant les pavillons, les bâtiments d'abondance, hein, comme vous le saviez, qui étaient prévus autrefois pour stocker les grains, pour nourrir la population lyonnaise. Il y a le fort Saint-Jean également, avec en dessous les subsistances pour l'armement des soldats et ainsi de suite. Ah oui, et une petite chose quand même, je vais peut-être faire un petit écart. Nous sommes passés devant le couvent, enfin non, ces bâtiments ont remplacé plutôt un ancien couvent qui avait été racheté comme bien national à la Révolution. C'était le couvent de Sainte-Marie des Chênes. Et non pas que Sainte-Marie était couverte de chênes, c'est que Sainte-Marie des Chênes était là où on attachait la chaîne qui bloquait la Saône la nuit pour empêcher des navires de rentrer dans la ville de manière clandestine. Et une petite histoire, au XVIIe siècle, la sœur supérieure de Sainte-Marie des Chênes, elle s'appelait Sépharique d'Honorati. Curieux prénom, Sépharique, sœur Sépharique. Elle avait décidé d'agrandir son couvent. Et un architecte, ça coûte cher. Comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, elle s'est dit, Dieu me guidera la main. Elle a pris une feuille, elle a tracé, dessiné son propre couvent, Dieu lui guidant la main. Ils ont ainsi construit ce couvent qui s'est effondré. Alors, quelle explication? Est-ce que Dieu n'a pas des talents d'architecte? Est-ce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'elle parce qu'il a beaucoup à faire? Enfin, tout ceci pour dire qu'après, ils ont repris un architecte, ils ont reconstruit ce second bâtiment qui, aujourd'hui, sert à l'armée.
Bref, nous avons continué de remonter la Saône. Ah, j'ai oublié de vous dire que la pluie va tomber, ça va être un orage diluvien. Le roi, là, Jean Lacroix-Laval, se frotte les mains en disant que ça va rafraîchir les ardeurs de mes supporters. Mais que nenni! Ils sont quand même des milliers le long de la Saône à m'acclamer, à crier « Vive le général, vive Lafayette, vive la liberté, vive la Révolution !» On en a même entendu qu'on criait « Vive l'empereur !» Enfin. Donc nous remontons ceci, nous remontons jusqu'à l'île Barbe. Oui. Et à l'île Barbe vient d'être dressé un pont original, un pont suspendu. Ça date très très récent, en 1827, il y a à peine 2 ans. Et c'est le Marc Séguin, un ingénieur lyonnais, qui a lancé ce pont. Il a eu une très bonne idée, Marc Séguin, c'est qu'avant il y avait des ponts suspendus, mais avec des chaînes, et les chaînes cassaient. Et lui s'est dit, je vais mettre des filins d'acier à la place. Et c'était beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. D'ailleurs, au moment où on arrive devant le pont, le vapeur de Chalon-sur-Saône descend, le vapeur qui assure la ligne Chalon-Lyon, descend à toute vitesse avec la vapeur et a fait un roulis. Nous avons tangué comme ça. J'ai eu l'impression de me retrouver sur l'Ohio. Et les gens se demandaient ce que c'était que ce bateau. Et quand on nous a reconnus, alors les gens du vapeur ont crié « Vive le général !» Et c'est là que malheureusement, à cause de la pluie, on m'a dit nous allons faire demi-tour et rentrer sur Lyon. Mais avant, nous vous proposons quand même d'aller visiter la manufacture modèle de la Sauvagère, qui est juste à côté de l'île Barbe. Voyez-vous, c'est une manufacture moderne. Toutes les personnes qui passent à Lyon vont visiter cette manufacture moderne qui voudrait essayer de changer l'ancienne habitude de la soirée lyonnaise avec les canuts qui travaillent chez eux avec leurs ateliers personnels. Alors, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc, dans cette manufacture modèle, vous avez à peu près 250 métiers à tisser modernes, les métiers à tisser jacquard, qui occupent 5 à 600 ouvriers. Et de plus, les manufacturiers, Jean-Charles Bernat et son gendre, Pierre Sabran. Pierre Sabran ayant épousé la fille de son patron, c'est ce qui se fait souvent dans les familles, vous voyez, pour se réunir. En plus, on crée une école pour que les ouvriers puissent s'émanciper de leurs conditions en apprenant à lire et à écrire. Il y a également une cantine pour pas que les ouvriers... Enfin, ils doivent payer modestement un repas, mais ça leur coûte bien moins cher que s'ils avaient dû se nourrir chez eux. Et également un dortoir pour ceux qui habitent loin et qui n'ont pas de logement. À noter que pour les femmes, le dortoir des femmes, c'est la première fois que ça arrive. Il y a des lits pour une personne, alors que d'habitude, les dortoirs, c'était des lits pour 2 personnes. Vous voyez donc ce côté moderne que veulent impulser messieurs Bernat et Sabran. Bon, cela ne va pas sans quelques oppositions. C'est peut-être le moment aussi de vous tracer un petit peu le portrait de cette ville de Canut qu'est Lyon. La soierie occupe la moitié de la population ouvrière. Vous voyez, il y a à peu près 400 négociants qui occupent le sommet de la pyramide. Vous avez à peu près ensuite 8000 tisserands et après 30 000 compagnons. Et ces Canuts vivent plus que dans la misère. Leur niveau de vie a baissé de moitié depuis l'Empire. Et voyez-vous, c'est ça qui m'oblige et qui me tient encore en vie aujourd'hui à lutter pour ces libertés et pour permettre au peuple de ne plus être écrasé par les puissants. Imaginez le Canut. Le Canut dépend de son patron, un négociant qui souvent est banquier. Quand vous avez un patron banquier, ça va être difficile d'avoir des hauts salaires. Donc le Canut, il a sa machine, son métier à tisser. Mais évidemment, il faut qu'il l'achète. Parce que c'est toujours le discours des grands libéraux, la main sur le cœur. Parce qu'il y a la vraie liberté et il y a la fausse liberté. Et ce mot est quelquefois utilisé de manière malsaine. Ainsi, on dit, mais vous, Canut, vous êtes libre.
Vous ne dépendez de personne. Vous êtes libre de travailler avec qui vous voulez. Vous êtes libre de ne pas travailler aussi. Vous êtes libre de ne pas manger aussi. Vous voyez toutes les libertés que vous avez. Mais si vous voulez travailler, il vous faut un métier à tisser. Eh bien, demandez-le à votre patron, le négociant. Il va vous apporter un métier à tisser, mais qu'il va vous vendre. Et à crédit. Et vous mettrez 20 ou 30 ans à payer avec les carrés de soie que vous faites la propre machine qui vous sert à travailler, et cette machine que vous remboursez à votre propre patron et qui va vous donner 18 sous par jour. Quand il y a du travail, évidemment, quand il y a beaucoup de travail, vous voyez, notre système fonctionne, tout le monde travaille, il n'y a pas de chômage. Mais quand il n'y a pas beaucoup de travail, on travaille aussi, tous ces canuts qui sont libres, indépendants, eh bien on va toujours avoir au plus offrant, enfin plus offrant en sens négatif, à celui qui se fera payer le moins possible. Et on a ainsi des salaires qui chutent de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils vivent dans la misère. En plus, ils sont logés chez eux, ils ne dorment que dans une petite mezzanine au-dessus de leur machine. Ils travaillent soi-disant 5 jours par semaine, mais j'aurais bien le voir, moi, les 5 jours par semaine. Et par contre, voyez-vous, même avec des gens comme Sabran et Bernat qui veulent instituer des méthodes modernes, il y a des oppositions parce que la pauvreté entraîne le désespoir. Et le désespoir, la pauvreté, c'est un cercle vicieux. Ainsi, les gens ne veulent pas de ces machines, de ces métiers jacquards, parce qu'on ne peut plus utiliser leurs enfants qui vont passer en dessous avec les canettes. Et donc, ça, même si les enfants étaient payés encore une misère, eh bien, ça fait encore quelques sous en moins qui rentrent dans les foyers. Donc, il y a des gens qui vont aller briser ces métiers à jacquard. Ils vont, pendant que il faut mettre les métiers en marche, ils jettent leurs sabots dedans pour casser les mécanismes. D'où le terme de sabotage qu'on connaîtra plus tard à cause de ces actions. Voyez-vous, voilà, c'est des choses qui me excuse-moi, là je me mets un petit peu en colère, mais bon, alors que c'est jour de fête aujourd'hui. Voilà, donc après, bon, je suis, monsieur, ils m'ont fait voir leur tissu, leur beau tissu. Après, bon, j'ai quitté cette usine et il y a 4 corps de bâtiments entourés d'autant de cours derrière des magnifiques arbres. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est secondaire. Voilà, après j'ai quitté, on m'a dit général, il est tard, n'oubliez pas que ce soir vous êtes invité par vos frères maçons, parce que j'ai oublié de vous dire que c'était peut-être le plus important. Quand j'étais à Visil, au château de Visil, pour voir mon arrière-petite-fille, j'ai reçu un courrier de mes frères maçons qui me disent « Mais mes frères, vous êtes là, à côté de chez nous, et on voit que votre anniversaire, c'est le 6 septembre. Venez chez nous, nous allons fêter votre anniversaire entre nous. » Comme je ne les avais pas vus depuis 1785, ça faisait 44 ans que je ne les avais pas vus. Du coup, j'ai accepté cette invitation et c'est pour ça que mon arrivée à Lyon se situe autour du 6 septembre. Donc le soir venu, je rentre à l'hôtel du Nord, sous la pluie. Ah, un petit détail, j'ai le commissaire Duvatilieu, qui fait les 100 pas devant l'hôtel de ville. Il a été mandaté par le maire de Lyon, Jean Lacroix-Laval, pour essayer de voir si je ne crée pas des troubles, pour peut-être, je sais pas, peut-être m'arrêter, je ne sais pas. Ce pauvre commissaire Duvatilieu reste sous la pluie et il va juste voir ma voiture passer et puis repasser dans l'autre sens, puisque mes frères maçons vont venir me chercher. Ah, ce pauvre commissaire Duvatilieu, quelqu'un que je pense qui est sympathique. Voyez-vous, c'est un fonctionnaire zélé. Bon, dans les notes de son administration, on dit qu'il a un peu de mal avec l'orthographe et l'écriture. On a beaucoup de mal à lire ses procès-verbaux. Mais bon, c'est un commissaire zélé qui a commencé sous la Révolution, puis qui a continué sous l'Empire, qui a continué sous Louis XVIII, qui a continué sous les 100 jours, et qui continue sous Charles X. Ouais, enfin bon, il ne nous a pas causé plus de problèmes que cela. Donc ce soir-là, mes frères de la loge du Parfait Silence sont venus me chercher. J'étais un petit peu surpris parce que, bon, on est allé au Jardin de Flore, au Brotteau, et ils m'ont dit on sera à la loge des enfants d'Hiram, pardon, les enfants d'Hiram. Alors j'ai dit mais c'est curieux parce que vous êtes la loge du Parfait Silence. Je dis oui mais il y a tellement de frères qui ont voulu vous célébrer votre anniversaire qu'on a pris cette salle qui est beaucoup plus grande.
Voilà. Et donc j'ai été accueilli là. Ah oui, ils voulaient faire un lâcher de ballons, 3 ballons. Voilà. Les ballons, vous savez, des petites montgolfières comme ça, mais à cause du temps, l'intempérie, ça n'a pas été possible. Donc, oui, je vois que l'heure tourne, et je ne suis pas arrivé à la salle Gaillet encore. Voilà, donc si il faut que je m'arrête un moment, lancer un feu d'artifice, je saurai qu'il est l'heure. Oui, donc là, je suis accueilli là, dans le hall d'entrée par 3 autres maîtres de cérémonie. Je leur dis la formule rituelle, nous venons assister aux travaux, et du coup, on me revêt des trois insignes de la franc-maçonnerie, l'écharpe, les gants, le tablier. Mon fils, George Washington, qui est à mes côtés aussi, puisqu'il est également franc-maçon. Et là, nous rentrons dans cette grande, magnifique salle carrelée, avec des carreaux noirs et blancs au sol, avec deux rangs de frères assis, hein, ce qu'on dit généralement le rang du nord et le rang midi. Ils sont assis et je me dirige en direction de l'estrade, du petit podium de 3 marches sur lequel trône le frère vénérable frère Maisonnette. Et à côté, le frère Lewis Besson, encadré par 2 autres frères portant en coussin rouge avec les bijoux qui sont censés devoir m'être remis à la fin de cette cérémonie d'anniversaire. Oui. Donc le frère vénérable se lève, me fait quelques mots de remerciement, me tend le maillet et la présidence que je refuse comme il est de tradition. Et à ces mots-là, tous les frères assis se lèvent et ils forment ce qu'ils appellent une arche d'acier, c'est-à-dire qu'avec toutes les épées qui se rejoignent, et nous passons là-dessous. Et après quelques mots de bienvenue et quelques textes, la cérémonie est terminée et c'est l'heure du banquet. Les tables ont été mises en nu et spécialement pour moi, je suis ému de voir sur les murs 3 tableaux. Le tableau qui représente Franklin, qui représente George Washington et Warren. Warren que je n'ai pas connu car il est mort au combat avant que j'arrive. Oui, car comme vous devez le savoir, nous étions tous les protagonistes de la guerre d'indépendance américaine étaient des francs-maçons. Et d'ailleurs, si des fois vous voyez une gravure de George Washington en train de poser la première pierre du Capitole, il a revêtu son tablier de maçon. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, j'aurais plaisir à apprendre que ce tablier a été brodé par ma femme Adrienne et que j'avais remis moi-même à George Washington lors de ma voyage. J'avais demandé à Adrienne de venir avec moi et Adrienne m'a dit non, je ne peux pas venir, il faut que je m'occupe des enfants et de faire une telle traversée aux enfants, ça serait trop dangereux. Pourtant, ça m'aurait vraiment beaucoup plu qu'Adrienne soit à mes côtés. Je ne vais pas beaucoup parler d'Adrienne, voyez-vous. Et pourtant, il me faudrait... J'avais des heures et des heures. Vous voyez, Adrienne, c'est... Comme à l'époque, oui, je suis quand même né sous Louis XV, voyez-vous. Je suis même marié sous Louis XV. C'était une autre époque qu'aujourd'hui. Et c'était, on pourrait dire, un mariage de raison, un mariage arrangé. Le duc de Noailles avait 4 filles. Il fallait qu'il place ses 4 filles. Et moi, à 14 ans, je suis devenu très très riche suite à un héritage. Et comme j'étais fils unique, puisque mon père est mort quand j'avais 2 ans, j'avais hérité de cette somme, beaucoup de familles rêvaient que je les intègre. Et moi, d'un autre côté, rejoindre la famille de Noailles, moi, ce petit nobliau d'Auvergne, c'était un grand honneur pour moi. Et donc, on m'a présenté un jour Adrienne en disant, bah voilà, ça sera votre épouse. Nous sommes regardés et curieusement, nous ne sommes plus. Oui. C'est un mariage arrangé qui est devenu un mariage d'amour. Et toute sa vie, Adrienne a été derrière moi. On ne peut pas s'imaginer tout ce qu'elle a fait. Si je n'avais pas eu Adrienne, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui. Elle a fait tellement, tellement
Bon, au début, c'est vrai, j'étais couvert de gloire. Adrienne me suivait, elle était un peu dans mon nom, mais comme je vous le disais, si elle n'avait pas géré les terres, elle m'a pas permis d'avoir l'argent pour aider les indépendantistes américains, j'aurais échoué dans ma campagne. Ah oui, quelque chose que j'aimerais quand même vous dire, qui est très important. Voyez-vous, souvent on m'a catalogué dans le rôle du traître, car j'ai fui la France pour rejoindre l'ennemi, dit-on. Mais j'ai fui la France le jour où Danton a mis ma tête à prix. Et quand vous aviez votre tête à prix mise par Danton, généralement, vous ne la conserviez pas très longtemps. J'ai ainsi fui et franchi la frontière, je suis arrêté par les Prussiens. Alors, d'un côté, on dit je fuis la France et je suis arrêté par les ennemis de la France. Allez savoir. Ceci dit, ils m'ont enfermé pendant plusieurs années dans la forteresse d'Olmütz. D'un autre côté, ça m'a protégé de l'échafaud, puisque j'étais un des rares, avec des gens comme Talleyrand et Fouché. Encore que Talleyrand, lui, c'est pas, il est parti en Amérique pendant la Révolution, c'est ce qui l'a sauvé, à avoir survécu à la Révolution française. Eh bien, on m'avait oublié dans ma prison. Il n'y avait que moi dans ma cellule qui imaginait que le monde entier attendait mon retour, mais tout le monde m'avait oublié. Eh bien, Adrienne, qui croupissait dans les geôles, dans les cachots de la terreur, et croyez-moi, c'était vraiment des cachots. Le jour où elle est libérée suite à la mort de Robespierre, elle va chercher ses deux filles, Virginie et Anastasie. Virginie, que j'ai nommée Virginie à cause de ma campagne en Virginie. Elle prend ses deux filles sous le bras, et que fait-elle? Elle va en Autriche voir l'empereur. Elle dit « Majesté, j'aimerais rejoindre mon mari à la garnison d'Olmütz, à la forteresse d'Olmütz. » L'empereur dit « Écoutez, vous n'avez rien fait de répréhensible, je ne peux pas vous mettre dans une forteresse, mais si vous le demandez, je vous accorde ce droit à une seule condition, que si vous... Évidemment, vous pourrez ressortir quand vous voudrez, mais vous ne pourrez ressortir qu'une seule fois. » Et cette pauvre Adrienne, de nous quatre, c'est la seule qui a mal supporté cette détention à cause de l'eau croupie. Après, elle a eu une jambe infectée. J'ai fait venir le meilleur médecin de Vienne, mais il n'a pas pu faire grand-chose. Enfin, bon, ce qui fait qu'elle est restée un peu boiteuse toute sa vie. Et plus tard, malgré son handicap, et quand j'étais immigré, que je ne pouvais plus venir en France, elle allait en Bretagne chercher un peu d'argent chez quelques métayers qu'on avait. Elle allait courir là, elle allait demander à Napoléon la possibilité de revenir. Et lui, il refusait, évidemment. Bon, elle a fini par obtenir gain de cause et j'ai pu revenir. Napoléon a dit « D'accord, vous revenez, mais à condition que vous alliez dans votre château de la Grange et que je n'entende plus parler de vous. » Ce qui fut le cas. Et une chose aussi, Napoléon, j'aimais bien le titiller un peu, parce qu'il avait voulu m'acheter, entre guillemets. Il a voulu me donner une légion d'honneur que j'ai refusée. Il a voulu me nommer consul de France en Louisiane, en sachant que ça m'aurait plu d'aller en Amérique. J'ai refusé aussi. Il m'a proposé d'être pair de France. J'ai refusé aussi. Je lui ai dit d'ailleurs, pair de France, je ne serai que député, car je ne veux que des postes qui seront liés à la volonté des électeurs. Et tout ça juste pour dire que ce qui énervait beaucoup Napoléon, c'est que j'avais refusé sa Légion d'honneur, mais par contre, je me faisais un honneur de recevoir les médailles du mérite agricole. Car je me suis passionné d'agriculture pendant tout ce séjour à la Grange. Bref, je me suis encore un peu éloigné. Ce qui fait que j'en reviens à mon petit voyage à Lyon. Donc je vais quand même arriver à notre salle Gaillet, parce que sinon, voilà. Donc après la cérémonie, l'anniversaire qui a été fêté par mes frères maçons, nous devions sortir la nuit, mais bon, à cause de la pluie, tout a été annulé. On devait aller dans les montagnes françaises, des sortes de parcs d'attractions qui étaient au Brotteaux. Donc le lendemain,
vers le coup des 3 heures de l'après-midi, je me suis rendu à la salle Gaillet. Voyez-vous, la salle Gaillet a dû être retenue le 1er septembre, c'est-à-dire à peine une semaine avant, auprès du maire de Caluire. Le maire de Caluire ne pouvait pas lui dire que cette salle était réservée pour la venue de Lafayette, sinon il ne l'aurait jamais obtenue. Et en une semaine, il a fallu trouver 500 souscripteurs pour financer cette réception. Et quand je vous vois aujourd'hui, ici, tous, 500, peut-être 600, je me dis que vraiment vous avez été passionnés et en si peu de temps répondre à ma demande, je suis vraiment touché. Et ce qui est amusant, c'est que le précurseur, journal d'opposition en ma faveur, dit qu'il y a 500 personnes à ce banquet, et l'écho du jour, qui est plutôt du côté du pouvoir, affirme qu'il y a 600 personnes. C'est curieux, normalement ça aurait dû être un peu les chiffres inférieurs. Enfin bref, peu importe. Je suis arrivé à cette salle Gaillet, c'est une des plus belles salles de Lyon. Vous voyez, le brasseur Gaillet, Pierre Gaillet, le fondateur, qui lui aussi aurait dû finir sur l'échafaud. Il était dans la charrette qui le conduisait à l'échafaud lorsqu'un de ses employés l'a alpagué par le bras et l'a sorti de la charrette. Il lui a sauvé la vie, quoi. Donc il est resté dans la clandestinité jusqu'à la fin de la Révolution et a repris sa fameuse brasserie qui aujourd'hui est tenue par son fils Marc-Antoine Gaillet. Et cette brasserie a une telle réputation que toutes les personnes notables qui viennent à Lyon y passent. D'ailleurs, même notre roi Charles X, lorsqu'il n'était que comte d'Artois, est venu et avait remis à Pierre Gaillet une médaille, l'ordre d'Ulysse. L'ordre d'Hélice, voilà. Mais d'Hélice, L-Y-S. Oui. Et il lui avait dit, de toute façon, vous avez fait autant pour notre plaisir qu'un militaire sur un champ de bataille, donc nous vous accordons cette médaille. La famille Gaillet avait une spécialité, c'était le porter noir. Oui. D'un autre côté, je trouve amusant que quelqu'un qui aime la bière s'appelle Artois. Oui, ça peut être amusant. Bon, peut-être n'en est-il pas conscient. Je ne sais pas s'il avait un grand sens de l'humour, notre comte d'Artois. Ceci dit, je le connais depuis longtemps. Nous avons le même âge et à Versailles, nous avons appris à faire du cheval ensemble quand nous avions 18 ans. Bref, donc cette salle Gaillet, c'est une magnifique salle qui est sur le cours d'Herbouville. Ce cours d'Herbouville, c'est un petit peu comme le quai de Retz. Il y a eu un glacis qui a été dressé par le préfet, M. d'Herbouville, un glacis avec 2 rangées d'arbres, comme ça. Voilà. Le préfet d'ailleurs qui vient de mourir là, au mois d'avril dernier, quoi. Et là, il y a des magnifiques baies vitrées avec des miroirs à l'intérieur, ce qui permet de réceptionner la lumière extérieure et la couleur du Rhône pour illuminer cette salle de l'intérieur. Il y a des portiques avec des cariatides, vous savez, des statues, donc on n'a que le haut, qui tiennent des bassins remplis de fleurs qui s'écoulent jusqu'au sol, c'est vraiment magnifique. Des bancs, des tables en marbre, vous avez 5 rangs de tables où on peut accueillir près de 500-600 personnes. Comme ça. Et au milieu, la place pour l'orchestre. Oui. Voilà. Et donc j'ai été reçu, là, de manière magnifique. M. Gabriel Prunel était présent. Quelques députés de la région, M. Coudert, dont j'ai parlé tout à l'heure, Jean Coudert, le baron de Schenen, Monsieur Chevriard de Courcelles et un autre monsieur de Courcelles. Il y a également évidemment Gabriel Prunel qui préside ce banquet. Après quelques mots de bienvenue, mon discours que vous avez entendu tout à l'heure, nous avons pu porter des toasts et nous avons enfin pu goûter cette magnifique porter noire. Et je demandais à Marc-Antoine Gaillet, mais quel est votre secret ? Donc il m'en a dit quelques mots, alors je vais peut-être vous le dire, mais vous ne le répéterez pas, car ce sont des secrets de fabrication. Et il m'a dit, il faut du houblon qui sert de conservateur, un malt ambré, de la levure et à peu près 5 semaines de fermentation. Et cette fermentation dans des cuves de chêne venues de Russie, avec des caves, comme je disais tout à l'heure, creusées sous les collines de la Croix-Rousse. Et là, vous avez une sorte d'un goût, une sorte de goût de pain bis rôti, vous voyez, ambré.
et délicieux. Voilà. Et donc, dans ce banquet, nous ne sommes pas là que pour manger, car ce banquet réunit tout ce que la France a d'opposition par rapport à la royauté actuelle. Nous avons des négociants, nous avons des bonapartistes, nous avons des républicains, nous avons des manufacturiers, nous avons des protestants, nous avons des frères maçons. Tous ces gens-là se sont regroupés derrière moi en disant qu'il faut mettre fin à ce règne, fin à cette dynastie des Bourbons qui dure depuis 1000 ans et qui étouffe notre pays. Le roi, le maire, le préfet, tout le monde m'a ainsi interdit d'avoir simplement le drapeau tricolore. À un moment, j'ai voulu prendre le drapeau américain, mais on va me dire qu'il est également tricolore, donc vous n'aurez pas le droit. Et également aussi, puisque je parle d'Amérique, dans ce banquet, il y a également le consul des États-Unis, consul à Lyon, M. Cornelius Bradford, un ami à moi, un ami new-yorkais, un jeune homme plein de talent. Et savez-vous, pour peut-être boucler la boucle, que au début vous avez entendu une musique. Et cette musique, c'est la musique du dernier des Mohicans. Et savez-vous que le dernier des Mohicans a été écrit par M. Cooper. Et savez-vous que M. Cooper a été le premier consul de Lyon. Et M. Cornelius Bradford lui succède. M. Cooper a passé plusieurs années en France, à peu près 6-7 ans, et finalement je crois qu'il va arrêter la carrière politique pour revenir à l'écriture. Et je voudrais terminer ce banquet, car tout à l'heure je vous avais fait allusion à M. Louis Berlioz, dont le fils est devenu un musicien très célèbre, Hector. Ceci dit, il a été musicien un peu malgré les revendications de son père, car son père voulait qu'il soit médecin comme lui. Et Hector lui avait dit « Écoute papa, je veux bien être médecin, donc il faut que j'aille à Paris pour étudier la médecine. » « Très bien mon fils, va à Paris. » Et en fait, il est allé à Paris avec une seule idée, devenir musicien. Et Louis Berlioz a eu beaucoup de mal à accepter cette idée que son fils soit musicien. Et pour terminer cette soirée, pourrait-on dire en apothéose, j'aimerais que vous écoutiez une musique d'Hector Berlioz qui est particulière. Ce n'est pas un hymne national, c'est simplement une musique. C'est la Marseillaise par Hector Berlioz, notre Isérois. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus à ce banquet pour célébrer cette manifestation et cet événement historique qui, j'espère, restera inscrit dans les pages de l'histoire de France. Mes amis, après cette magnifique réception à Lyon, j'allais remonter sur Paris et reprendre mon combat pour la liberté. 10 mois plus tard, on allait me confier à nouveau le commandement de la garde nationale. J'allais participer ainsi à la Révolution de Juillet et au renversement du roi Charles X. On veut me nommer alors le premier président de la République française, mais je préfère installer sur le trône Louis-Philippe, qui dit partager mes idées républicaines. Malheureusement, à peine devenu roi, grâce à moi, il me destituera de mes fonctions et m'exilera sur mes terres de la Grange. Sans doute avait-il peur que je lui fasse de l'ombre. C'est toujours le reproche que l'on fait à ceux qui brandissent la lumière. Voilà, nous avons eu le plaisir d'accueillir Gilbert Bouchard ou Lafayette, je ne sais plus trop, là, au bout d'une heure et demie. Gilbert Bouchard, vous le connaissez peut-être non seulement comme comédien, mais également comme écrivain et en particulier auteur de bandes dessinées. Beaucoup de bandes dessinées, on va dire historiques, notamment.
Et Gilbert Bouchard a également écrit un livre illustré d'aquarelle, si je ne dis pas de bêtises, sur la visite de Lafayette à Lyon. Il en a quelques-uns pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, je ne sais pas, on n'a plus beaucoup de temps. S'il y a une ou deux questions, on peut quand même les prendre. Par-delà la mort, je pense que vous devez être honoré que la bannière étoilée flotte à Picpus et que chaque 4 juillet, l'ambassadeur des États-Unis vienne faire une visite sur votre tombe, ou des parlementaires d'ailleurs des États-Unis qui, en l'occasion, viennent en France, ne manquent pas le détour du cimetière de Picpus. Et peut-être, parce que Gilbert Bouchard a dit beaucoup de choses, mais forcément, il ne pouvait pas tout dire. Soit vous le saviez déjà, soit vous l'avez compris lors de cette évocation. Le pont Charles X a été rebaptisé peu de temps après pont Lafayette. Après la Révolution de 1830, Gabriel Prunet est devenu maire de Lyon. Bon, je suis rassuré parce que j'avais... Merci. Oui, ne marche plus le micro du... Oui, on m'avait proposé 1 heure et je me disais, en 1 heure, est-ce que j'arriverai à tenir 1 heure? Mais bon, je crois que finalement, j'y suis arrivé. Mais je me disais chez moi, non, là, je peux pas, j'ai 20 minutes, 25, mais peut-être pas plus. Et bon, il y a beaucoup de choses. Après, j'ai un petit peu passé parce que le temps passe. Puis il y a tellement de choses à dire. Parce que, bon, puis si là, je commence à parler, on peut faire une nocturne. Oui, oui. On va avoir des problèmes techniques. Donc, peut-être juste retour des choses. Je suis arrivé un peu à Lafayette, un peu par hasard. Enfin, tout ce que je fais, d'ailleurs, c'est par hasard. Il n'y a aucune volonté de ma part. Je me laisse guider. Le fatum, comme disent les Romains. Voilà, donc pour faire court, je dis toujours ça au début pour rassurer. Je suivais des cours de théâtre à Bourgoin-Jallieu avec Yvan Chex, super prof, super. Vraiment, ça m'a. J'étais allé juste comme ça en dilettant et là, ça m'a transformé. Là, Yvan Chex. Bravo Yvan. Voilà. Et il m'avait dit un jour, enfin il avait dit aux ceux qui son cours, tous les 2 ans, changez de cours. Ne restez pas avec le même professeur. Et un jour, le hasard a voulu que j'ai eu un petit prix à l'Hôtel de Ville par rapport à un album que j'avais fait chez Casterman, Les Voyages d'Alix à Luc Dunhomme. Et je vois sur le carton d'invitation, prix remis par Michel Leroyer. L'idole de ma jeunesse, qui se battait à l'épée, tchac, dans les Chevaliers de Maison Rouge, et ainsi de suite. Et son rôle emblématique, ça a été évidemment Lafayette en 1962. Quoi. Donc, par rapport à ce que m'avait dit Yvan Chex, je me dis, du coup, je suis allé 2 ans au cours de Michel Leroyer parce que le hasard voulait que tous les vendredis soirs, il revenait spécialement de Paris pour donner un cours à la mairie du 6e là-bas. Et comme ça, donc de le voir chaque fois, je m'étais dit, il avait tourné un film quand il jouait Lafayette à 20 ans en 62. Est-ce que 50 ans après, en 2012, on ne pourrait pas imaginer un scénario de film où Michel Leroyer jouerait Lafayette à 72 ans, quoi. Donc j'ai écrit un scénario que j'ai écrit à 38 producteurs. Ça a dû servir de feuille de brouillon chez eux. Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, et tout ça. Et après, comme j'habite à côté de Bourgoin-Jallieu, et puis en faisant des bandes dessinées sur l'Isère et Lyon, j'avais appris ce voyage de Lafayette. Et comme c'était pas très loin de chez moi, tout ça. Donc pour ça que je veux dire, il y avait un retour, la boucle est bouclée, c'est que j'ai contacté la bibliothèque de La Part-Dieu pour obtenir, et ils me l'ont transmis très gentiment, très rapidement, ce voyage, l'itinéraire du général Lafayette dans le Dauphiné et à Lyon en 1829, qui reprenait tous les discours et les articles de presse de ce voyage. Et ce qui fait que pendant plusieurs années, alors j'ai toujours pas terminé, j'essaie de voir des éditeurs si ça les intéresse, ça n'intéresse personne, donc j'en suis à 240 pages et j'ai pas encore fini. Donc j'ai pris votre texte, votre ouvrage, et j'ai refait les chemins. J'allais dans toutes les archives municipales des villes où Lafayette est pris pour avoir des informations complémentaires, comme l'histoire des 3 ballons qui devaient être lâchés à l'entrée, la cérémonie là, avec les frères maçons. Ça, c'est des archives que j'ai trouvées aux archives municipales de Lyon. La bibliothèque d'Apardieu, très utile, tous les journaux, les précurseurs, l'écho du jour, et ainsi de suite.
Donc je prenais les journaux de ces jours-là. Ça me permettait d'avoir plein d'informations complémentaires. Et puis en plus, c'est intéressant parce que c'est les journaux des deux côtés. Le côté opposition et le côté majorité. Donc, enfin, majorité. Voilà. Donc ça permettait de recouper les informations et quand je cherchais des noms, des villes, savoir qui était lui, qu'est-ce qu'il avait fait. Pour ça que je vois un Paul Baumès qui dit un discours et après j'apprends qui est un peu le père de l'étude des maladies vénériennes, après l'anticaille, tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est intéressant, c'est la recherche. Moi, ce que j'aime, c'est chercher. C'est comme dans mes discours, c'est des recherches en escalier. Il n'y a pas de ligne droite, quoi. Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas où ça mène quelque part. Voilà. Une fois, il y avait une histoire juive, je crois, et il y avait un moudjik qui traverse les steppes d'Asie centrale, et il croise un bonhomme, il dit « Tu vas où ?» Il dit ben, « Je vais à Moscou. » Il dit « Pourquoi faire ?» Il dit « Je ne sais pas, mais je te le dirai quand je reviendrai. » quoi. Voilà. Donc, c'est un peu une histoire un peu dans ce style. En tout cas, je suis, je vais peut-être le dire aussi, c'est peut-être la chose principale que j'aurais dû dire, je suis vraiment très, très, très touché par le nombre de personnes que je vois aujourd'hui. Voilà, parce que j'avais reçu quelques personnes, j'avais eu 10 personnes qui m'ont dit qu'ils venaient. J'ai dit, bon, on aura peut-être 10, peut-être 15. Ce sera déjà pas mal, on mettra le noir, ça je ne verrai pas. Mais bon, ceci dit, moi, ça m'est égal, même s'il y a 3 personnes, si vous me faites parler de Lafayette, 3 personnes, je vais les saouler pendant 5 heures et je pourrais leur raconter tout ce que je ne vous ai pas dit. On pourra faire un épisode suivant. Vraiment que... Comme je sais, comme c'est difficile, qu'il faut être motivé pour partir de chez soi dans le froid, sous la pluie, se détacher des téléphones, des télés, ainsi de suite, pour voir une personne qui vient raconter ses souvenirs de jeunesse à l'auditorium de la Pardieu. Vraiment je crois que c'est un souvenir qui restera gravé longtemps dans mon esprit. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup de choses dans mon cerveau, mais je crois que celui-ci devrait rester aussi. Et peut-être qu'un jour, je ferai une soirée sur les spectateurs qui viennent nous voir. Encore vraiment merci beaucoup d'être venu. Je crois qu'il y a madame qui veut poser une question au fond. Et la salle Gaillet, c'est à Caluire, sur le quai du Rhône, et vous envoyez les vestiges en cherchant un petit peu. C'est pas très compliqué, mais vous prenez le livre de Gilbert Bouchard, vous voyez son aquarelle, vous allez sur le terrain et vous reconnaissez assez facilement. C'est le 70 ou 90. Voilà. Oui. Donc le mur, il y a il y a une partie du mur qui existe toujours, mais ça a été transformé en immeuble. Parce que bon, eh bien, on est reparti pour 1 heure. Oui. Donc Marc-Antoine Gaillet avait peut-être pas les talents de son père, ou je ne sais pas, c'est que sa brasserie a fini par faire faillite et il a déposé le bilan, quoi. Donc après, le bâtiment de la salle Gaillet a dû être reprise par des promoteurs. Et bon, j'étais allé voir sur place. Il y a des photos même, je crois, sur Internet. Et donc le bas du mur de l'immeuble, c'est le mur qu'ils ont conservé, quoi. Mais il paraît que c'était très, 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 très beau. Il y avait des terrasses. Ah, j'ai oublié de vous dire que pour accéder à la salle Gaillet, il y avait des marches de 6 mètres de large avec 3 repos. Voilà. Il me semblait que j'avais oublié quelque chose. Et madame, et vraiment la dernière question, parce qu'après je vais avoir des problèmes avec l'équipe de sécurité pour faire sortir tout le monde. Dites-moi. Ou monsieur, pardon, je vois très mal à contre-jour. Monsieur, excusez-moi. Ben, je pourrais peut-être redonner le micro à monsieur, parce que Lafayette a été inhumé au cimetière de Picpus, à côté de sa femme Adrienne. Et si vous regardez bien, il y a toujours un drapeau américain sur sa tombe. Et ce qui est curieux, c'est dans les choses bizarres de notre histoire de France, Lafayette est beaucoup plus apprécié en Amérique qu'en France. Ne serait-ce que le jour de sa mort, je crois, de mémoire, qu'il y a eu peut-être, je ne sais plus, c'est pas 100 jours comment on appelle ça, de deuil national en Amérique. Et en France, il y a eu juste un cordon militaire qui s'est mis le long
des funérailles pour pas qu'il y ait d'émeutes dans la rue. Je sais pas. Même mort, ils ont peur qu'il y ait une insurrection car Lafayette arrive. Comme disait un des journaux que j'avais pu lire à la bibliothèque de la Pardieu, il y a l'opposition qui disait « Mais quel est ce vieux fantôme de la Révolution qui vient ressurgir parmi nous aujourd'hui ?» Et c'est marrant qu'à 72 ans, ce bonhomme avec sa canne, et qui n'a pas d'armée, qui n'a rien, qui fasse aussi peur. Voilà. Il y a une fois, il y a une dame aussi, je lui ai fait pousser des hurlements, parce que j'ai dit, vous savez, Lafayette, c'était le leader de l'extrême gauche, c'était le Mélenchon de l'époque. J'ai cru qu'on allait appeler Samu, parce qu'elle avait l'air de ne pas être mélenchoniste, et donc lui dire Lafayette est mélenchoniste. Alors, voilà. Et vous avez, s'il y a des personnes intéressées, quelques exemplaires de votre livre à vendre. Alors, je ne sais pas, Fabrice, si on peut avoir un peu de lumière peut-être maintenant. Et il y a une petite table au bout, si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Et merci Gilbert Bouchard, bien sûr.